Vous écoutez un balado Innovation. Bon matin tout le monde. Quel plaisir de vous recevoir pour ce Innovation Plus apprentissage. Cette fois-ci, on est 100% virtuel. Ça fait, normalement, on a un peu de présentiel. Mais pour finir l'année, on fait un peu spécial et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin parmi nous professeur Nadia Nafi, qui est professeure à l'Université Laval, et Nathalie Beaulieu, qui est directrice de l'enseignement et de l'Académie. Bon matin à vous deux, mesdames. Bon matin. Bon matin. Alors, pour les nouveaux ou nouvelles participantes, je vous rappelle un peu la formule. L'Innovation Plus, c'est des rencontres matinales, virtuelles et mensuelles, où je vais à la rencontre d'experts et de leaders dans le domaine de l'innovation en santé, où on parle de différents sujets. Aujourd'hui, c'est l'importance des apprentissages en innovation. Je pose des questions de tête, et donc 2 ou 3 questions de tête, des questions de cœur, puis une partie questions-réponses rapides en 30 secondes avec les panélistes. Je vous invite cette fois-ci, étant donné que c'est en virtuel, vous pouvez vous poser vos questions au fur et à mesure, utiliser la question-réponse plutôt que le modèle chat, et je les prendrai vers 8 heures. Donc, commençons avec la première question de tête à Nathalie Beaulieu que je vais poser. Je vais l'introduire. Puis après, pour la première question de tête de Madame de professeur Nafi, je vais l'introduire et lire sa courte bio. Alors, Nathalie Beaulieu est directrice de l'enseignement de l'Académie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Elle est directrice exécutive de l'École d'intelligence artificielle en santé et chercheuse professionnelle de la santé à l'axe Carrefour de l'innovation du CRCHUM, comme moi, le même axe que moi de recherche. Au cours de sa carrière, elle a occupé des fonctions de direction, de gestion, de conseil et de clinicienne. Partout, elle a œuvré, elle a créé et piloté des projets qui sortent du cadre, et j'en suis une témoin. Elle a aussi développé une expertise en développant des équipes et des organisations en plus qu'en gestion. C'est une personne passionnée, vous allez le ressentir, elle est professeur Nafi, qui agit pour transformer les systèmes de santé pour le bénéfice de la population et des équipes. Actuellement, son défi le plus grand est de faire du CHUM l'un des meilleurs endroits au monde pour apprendre, enseigner et créer la santé de demain. Bon matin, Nathalie. Bon matin, Cathy. Bon matin, docteur Nafi. Alors, pour commencer, la première question de tête, pourquoi l'enseignement et l'apprentissage, Nathalie, sont-ils au cœur de la transformation de la santé? En fait, transformer la santé, ça veut dire changer des pratiques, des comportements individuels, mais également des comportements collectifs. Puis on le sait, changer, bien, c'est difficile, c'est pas toujours facile. Et l'enseignement permet de développer la relève et les acteurs de la santé dans leur capacité à créer puis intégrer les connaissances, les innovations en milieu réel pour améliorer la santé de la population. Donc, réponse courte, pourquoi l'enseignement? En fait, c'est pour les patients, pour la population. Puis à ça, j'ajouterais que les besoins des patients changent, évoluent dans le temps. Puis en fait, les connaissances puis les innovations sont une des réponses pour répondre à ces besoins. Puis l'émergence des connaissances puis des innovations se fait en continu, mais surtout à très grande vitesse. Donc, d'où l'importance d'apprendre en continu, puis en réseau, en collectivité. C'est vraiment, pour moi, une question de culture, d'ADN et de compétences. Si je prends un exemple concret, Cathy, dans le fond, à elle seule, si on pense pendant la pandémie, à elle seule, la COVID génère 10 000 articles scientifiques par mois. Puis imaginez, ça donne à peu près 330 articles à lire par mois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc, imaginez, vous êtes un soignant aux soins intensifs, à l'urgence, sur une unité de soins. Puis, dans le fond, 330 articles à la fin de votre quart de travail pour intégrer toutes ces connaissances-là. Dans le fond, il faut penser à faire les choses différemment. Donc, on fait appel à des nouvelles modalités. Par exemple, du micro-learning, c'est-à-dire de l'apprentissage par petites bouchées, plus dans l'action. Des bibliothécaires intégrés au sein même des équipes cliniques qui vont aider justement à intégrer les nouvelles connaissances au sein des équipes interdisciplinaires.
des veilles informationnelles qui servent à synthétiser l'information, puis surtout à l'organiser pour que ça soit digestible pour le personnel au quotidien. Puis, on peut penser à toutes sortes d'autres moyens pédagogiques qui sont davantage dans l'action, tels que de la simulation in situ. Donc, ça donne un peu une idée pour moi, pourquoi l'enseignement est vraiment au cœur de la transformation de la santé. C'est super, merci Nathalie. Donc, je vais introduire Dr Nafi, Nadia Nafi. Alors, Dr Nafi est professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement, le CLE, sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique. Banque nationale est co-responsable de l'axe éducation et capacitation à l'Observatoire international sur les impacts sociaux, l'OBVIA, du numérique. Sa recherche se penche sur la formation dans la réalité de l'apprentissage à l'ère numérique et de l'intelligence artificielle. Ses projets explorent les approches critiques, responsables, éthiques, durables et équitables du numérique et de l'IA en apprentissage tout au long de la vie. Elle est particulièrement intéressée par comment outiller les futurs experts et expertes en technologie éducative pour répondre aux besoins de formation de l'avenir du travail pour une main-d'œuvre multidisciplinaire, interdisciplinaire, intersectorielle et multigénérationnelle et globale à l'ère du numérique. Elle est présidente du comité d'innovation en enseignement, qui est un comité conseil institutionnel sur le futur de l'enseignement à l'Université Laval. Dr Nafi est récipiendaire de la médaille d'or du gouverneur général du Canada, Personne Société de 2018 pour l'excellence de sa thèse doctorale, du prix d'excellence et d'innovation pédagogique Saltis 2019 et de la John F. Lemieux Young Alumni Medal. Bon matin, Dr Nafi. Bon matin, Cathy. Et vous, Nadia, en quoi vos recherches et la littérature confirment ou infirment l'importance de la culture d'apprentissage dans les organisations? Écoutez, Cathy, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous et puis avec Nathalie ce matin. Écoutez, le but de la culture d'apprentissage est de capaciter les personnes, les empower. Donc, des personnes qui sont empowered, qui sont capacitées, sont plus innovantes. Elles partagent des connaissances. La communauté devient plus solide face aux problèmes, aux défis. Dans des situations de changement rapide comme celles à travers lesquelles on passe, c'est ceux et celles qui sont flexibles, adaptables, productifs, qui vont exceller. Et puis, dans une organisation apprenante, les personnes apprennent continuellement comment apprendre ensemble. Elles ne sont plus des réactrices impuissantes, mais des participantes actives dans la création de leur réalité. Elles passent de réagir au présent à créer l'avenir. Et puis, on retrouve un état d'esprit de collaboration qui permet de transformer les équipes en des équipes innovatrices. Puis c'est ça ce qu'on veut. Juste pour donner des exemples très rapides, il y a une étude qui est publiée dans the European Journal of Training and Development qui affirme que l'organisation apprenante a un effet positif sur la performance en matière de connaissances. Et puis la performance en matière de connaissances est elle-même médiateur vraiment parfait de la relation entre une organisation apprenante et la performance financière et puis la performance de l'organisation. Un autre exemple, dans un rapport préparé par The Conference Board of Canada dans le cadre de sa 14e édition de Learning and Development Outlook, l'une des principales conclusions qui ressort des réponses est que les organisations dotées d'une forte culture d'apprentissage et qui investissent davantage dans leur formation et leur développement obtiennent un meilleur retour sur leur investissement et puis une meilleure performance de l'organisation. Donc, c'est vraiment là le pouvoir des personnes qui sont en continuel apprentissage tout au long de la vie. C'est quand même des arguments convaincants là, pour une organisation qui ne veut pas investir. Nous, on y croit là, au CHUM. Et la plupart de nos organisations du réseau de la santé croient quand même que la formation et les apprentissages sont un élément essentiel pour le développement de talent. Merci, merci Nadia. Madame Beaulieu, qui fait vivre la culture d'apprentissage du CHUM? Je dois juste rebondir un petit peu sur ce que Nadia vient de mentionner. En fait, c'est de la musique à mes oreilles. Donc, merci Nadia. Excuse-moi, Cathy. Dans le fond, qui fait vivre la culture d'apprentissage au CHUM? Ben, en fait, c'est tout le monde. Ce sont nos 18 membres de notre communauté. Les patients, 1 demi-million de patients qu'on reçoit par année, c'est vraiment toute notre communauté. Donc, les étudiants, le personnel clinique, non clinique, les médecins, bénévoles, chercheurs, gestionnaires, en fait, toute notre communauté. Je dois avouer par ailleurs, particulièrement
nos professionnels qui ont des responsabilités de formation, ce qu'on appelle, nous, à l'interne, nos PRF, qui sont des intervenants qui forment la relève et ou leurs collègues. Par exemple, on peut penser du préposé à l'hygiène et salubrité qui forme les nouveaux employés sur les pratiques de désinfection, à la conseillère en soins infirmiers qui forme sur de nouvelles pratiques de soins, à la technologue en électrocardiologie qui enseigne aux étudiants. Donc, c'est vraiment nos professionnels qui s'investissent dans la mission d'enseignement. Je dirais, au CHUM, dans le fond, c'est tout le monde qui a la responsabilité d'apprendre en continu partout et de tous. Donc, j'ai un petit sourire parce que maintenant, même nos bénévoles, qui sont des citoyens partenaires, enseignent aussi, parce qu'on enseigne à d'autres bénévoles. Puis on a un robot qui s'appelle Luca, qui est arrivé la semaine passée. Donc, Jean-Christophe, le bénévole, est en train d'enseigner à notre Luca, qui un jour peut-être va enseigner aussi à son tour et être un professionnel un PRF, comme tu l'as dit. Merci, merci Nathalie. Nadia, quelles sont les conditions de succès qu'une organisation doit mettre en place pour réaliser l'ambition décrite par Mme Beaulieu? J'aimerais partager ce que Peter Senge, qui est principal inspirateur de l'organisation apprenante, partage, puis les professeurs aussi au MIT partagent à travers son travail de Fifth Discipline. Il parle de plusieurs conditions, comme par exemple adopter une pensée systémique. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, ceci? C'est vraiment examiner les problèmes dans leur ensemble. Tout est lié dans un système. Et puis, le CHUM, c'est un système, n'est-ce pas? C'est comme le patient, comme comprendre le patient de façon holistique et globale. Absolument. Même concept. Oui, et puis on commence par comprendre des facteurs dans ce système qui peuvent appuyer la culture d'apprentissage, allant de comprendre les réels besoins des apprenants, à leur fournir des solutions, des expériences d'apprentissage qui émergent de leurs besoins, de leur réalité, à leur donner du temps pour apprendre, à assurer une infrastructure physique et technologique pour favoriser leur apprentissage, à assurer une équipe dédiée à les accompagner et les appuyer pour non seulement apprendre individuellement, mais vraiment en équipe, et puis c'est ça ce qu'on veut pousser. Il parle aussi de la question d'appuyer la maîtrise personnelle. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment encourager un état d'esprit, d'apprentissage continu tout au long de la vie, d'être convaincu qu'on peut toujours apprendre et puis aller plus loin. Il parle aussi de la question de réexaminer les modèles mentaux. On est habitué à nos façons de faire et puis c'est le temps d'apprendre à désapprendre et puis apprendre de nouveau. La transformation nécessite parfois de désapprendre ce qu'on est habitué à faire et puis on croit que, OK, parce que ça fonctionne super bien, on va continuer à le faire, alors que la réalité des choses, c'est qu'on doit s'adapter aux changements et puis à nos façons de faire doivent aussi suivre ceci. Et puis derrière moi, il parle de développer une vision commune pour avancer ensemble. Donc, si on n'a pas dans l'organisation une vision commune, c'est très difficile d'amener tout le monde et puis que tout le monde se sente concerné d'aller là où on veut aller vraiment pour atteindre notre objectif. Excellent, c'est très intéressant. Selon vous, Nadia, je vous pose une sous-question. Sur toutes les conditions de succès que vous avez nommées, lesquelles sont peut-être un ou deux à retenir qu'un chef d'équipe, un chef de projet, peu importe le rôle qu'on a dans une équipe, on part avec quoi? Les un ou deux éléments clés que demain matin, je peux appliquer. Oui, écoutez, pour moi, d'après mes expériences et puis les recherches, si les personnes ne sont pas convaincues de l'importance et de la valeur du changement, elles vont pas y adhérer. Donc, il faut absolument se sentir vraiment et puis quand je parle de capacitation, d'empowerment, c'est vraiment se sentir que le changement ne vient pas être top-down, mais vraiment quelque chose qui sort de mon besoin et puis quelque chose qui va vraiment améliorer ma performance et puis vraiment m'aider à amener plus de valeur. Donc, ça, c'est une chose. Il faut vraiment venir à partir des besoins des personnes et puis vraiment qu'elles embarquent avec nous dans le changement. Ça, c'est un. Deux, on peut pas les encourager à vraiment aller dans ce changement si on les appuie pas. Donc, on peut pas les... Exactement. Donc, il faut vraiment reconnaître ce travail puis leur donner les instruments pour qu'elles puissent et puis ils puissent avancer. Donc, je crois que c'est deux éléments très importants. La personne, qu'elle soit motivée et puis qu'on l'appuie dans son élan. Ah, super, merci. C'est comme les concepts d'innovation, c'est la même chose, le même principe. Merci. Des questions commencent à rentrer. Merci, Cécile, pour la première question. Je vais les prendre à 8h tapant, 8h01, là. Donc, continuez à faire ça, posez vos questions au fur et à mesure, c'est très apprécié. Nathalie, qu'êtes-vous en train de mettre en place au CHUM pour tendre vers tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est d'aller chercher cette culture, les conditions gagnantes, etc.?
Bon, la bonne nouvelle, je dirais que les conditions, presque toutes les conditions de succès que Nadia vient d'énumérer sont soit en place ou en voie de l'être. Donc, premier élément. Je dirais également pour ceux qui sont du CHUM ce matin qui écoutent, je vous invite à consulter, si vous ne l'avez pas fait à l'heure actuelle, notre nouvelle politique d'apprentissage pour justement créer de la valeur parce que notre vision, c'est de créer de la valeur par la mission d'enseignement. Puis, créer de la valeur pour nous, ça veut dire avoir des impacts positifs pour les patients, la population, l'optimisation des ressources, le bien-être des équipes, donc tout le soutien aux enseignants, puis également notre système apprenant tel que Nadia le décrivait. Bon, c'est une chose de l'écrire dans une politique, c'est-à-dire de l'affirmer haut et fort, mais c'est autre chose de le faire vivre sur le terrain. Donc, pour ce faire, on a une offre de, je dirais, produits et services en soutien à la mission d'enseignement. Donc, un bureau stage carrière, une bibliothèque avec des espaces de co-création, d'un laboratoire d'innovation, une équipe dédiée en soutien au développement professionnel continu, un centre d'apprentissage et de simulation, donc des infrastructures dédiées à l'apprentissage, mais également une expertise et même notre école de l'IA appliquée à la santé. Mais tout ça, pour moi, c'est pas encore assez. Il faut miser sur les personnes. Puis, encore une fois, je pense à nos professionnels qui ont des responsabilités de formation, donc nos enseignants. Puis, pour les appuyer, nous, on a mis sur pied notamment un projet de recherche en collaboration avec professeur Nafi pour, je dirais, recherche et développement pour arriver à appuyer nos PRF ou les PRF, je devrais dire. Puis aussi des initiatives pour valoriser leur rôle, des prix reconnaissance, des bourses, etc. Miser sur les personnes veut dire également la rencontre de notre communauté. Donc, notre communauté, je fais référence à tous les intervenants de la santé, les chercheurs, les enseignants, les étudiants, les patients, et travailler avec eux sur la mise en place d'un écosystème dédié à l'enseignement. Donc, pour nous, au CHUM, ça prend la forme de ce qu'on appelle un pôle d'expertise en apprentissage et simulation. On fait en sorte que les gens réseautent ensemble, amènent des problématiques auxquelles ils ou elles souhaitent réfléchir, puis arrivent à se développer autour de cette thématique-là. Miser sur les personnes veut aussi dire, pour moi, contribuer aux réflexions puis aux travaux des autres. Nous contribuons aussi aux travaux de tout l'écosystème du RUIS de l'Université de Montréal, de la Table nationale des directeurs de l'enseignement, qui se penche justement sur le soutien, le développement, puis la valorisation de la mission d'enseignement dans notre milieu de santé. Donc, c'est un peu les différentes actions qu'on est en train de mettre en place. Puis pour les gens hors du CHUM, parce qu'on a des gens du réseau de la santé, des étudiants, des chercheurs et même des entrepreneurs, là, puis quelques amis et partenaires d'International, s'ils veulent en savoir plus, on peut aller sur le site du CHUM sous l'onglet enseignement et formation, puis il y a plusieurs ressources accessibles, dont l'école d'intelligence artificielle en santé et d'autres ressources. N'est-ce pas, Nathalie? En fait, accessible gratuitement, on a du contenu, des outils. Je pense aussi également... Cathy, à toute la boîte à outils d'Innovons pour l'innovation. Donc, c'est des outils pédagogiques également qui sont disponibles pour l'ensemble de la communauté. Merci, Nathalie. Alors, dernière question de tête pour vous, professeur Nafi. Vous collaborez avec Nathalie Beaulieu sur un projet pour habiliter les professionnels qui ont des responsabilités de formation, le fameux acronyme PRF, à développer les compétences futures en santé. Pourriez-vous nous en parler un peu plus de cette étude-là? Oui, absolument. Avec grand plaisir parce que c'était un projet extraordinaire, des plus excitants des projets que j'ai jamais menés, avec une collaboration extraordinaire. Comme sérieusement, c'est tout un plaisir à mener ce projet avec Nathalie. Donc, le projet, tout d'abord, il est subventionné par le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du programme Novasciences, soutien aux initiatives de formation en intelligence artificielle. Puis aussi, il est appuyé par l'OVIA. L'objectif du projet est de développer des solutions pour outiller les PRF à
mieux former avec, à travers, et puis par l'IA et le numérique, et puis soutenir leur apprentissage tout au long de la vie, afin qu'ils facilitent et appuient l'apprentissage continu de la communauté UCHUM en contexte de transformation numérique en santé. Le projet est constitué de plusieurs étapes. On a commencé par une revue de littérature pour aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer concernant la formation en milieu de santé. Ça, c'est une première étape. Puis là, présentement, on est en pleine analyse de besoins rigoureuse. On a fait un sondage, on a lancé un sondage, on a fait des focus groups. On est en train de faire des entrevues individuelles pour bien déterminer les besoins des PRF, les objectifs de leur développement professionnel, les facteurs capacitants, les défis à prendre en considération quand on va réfléchir à des solutions, les mesures aussi d'évaluation à implanter ces solutions-là. Puis après, la prochaine étape va être de passer à la co-construction de solutions avec des membres de la communauté et puis aussi, on va inviter des experts internes, externes, entre autres en andragogie, technologie de rupture, développement continu, ainsi de suite, pour venir avec ces solutions qui répondront aux besoins. Et puis finalement, on va tester ces solutions. Donc concrètement, on va avoir des solutions qu'on va tester et puis venir avec des recommandations. Notre projet, là, au fur et à mesure qu'on va avancer, on ne va pas attendre à la fin pour partager les résultats. On va s'assurer de partager les résultats au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, juste pour vous dire, le fait de passer à travers les focus groups et puis discuter avec les personnes, on sent déjà il y a un changement qui est en train de s'opérer. Oui, c'est vraiment super intéressant, les réflexions qui en sortent. Donc, une fois, on va partager ces résultats-là au fur et à mesure, et puis on va aussi récolter les commentaires, les rétroactions des personnes. Et puis aussi, notre projet va être partagé et puis disséminé auprès des différents acteurs en santé, que ce soit au Québec et puis ailleurs. Donc, comme on dit, restez à l'écoute parce que tout s'en revient et puis il y a plein de choses intéressantes qui vont sortir de notre projet. Oui, c'est super, c'est de la recherche-action, puis que vous diffusez les apprentissages et les connaissances en continu. Donc, ça c'est génial, c'est un modèle de rôle pour de la recherche-action. Et même en innovation, on encourage les innovateurs et les innovatrices à pas seulement diffuser les apprentissages post-mesure d'impact, mais même avant, dans les étapes d'expérimentation, de développement. Merci pour ce partage. Passons aux questions de cœur pour apprendre, pour découvrir davantage mes chers invités. Commençons par Mme Beaulieu, Nathalie, de professionnelle de santé à leader de l'enseignement au CHUM. Qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait réveiller tous les matins puis vous déplacer au CHUM pour travailler et collaborer avec nos équipes et au-delà? Principalement, peut-être deux éléments. Humblement, j'ai l'impression de faire une petite différence à ma façon dans la création de la santé d'aujourd'hui, mais également celle de demain, en faisant en sorte qu'il y a une adéquation entre les besoins des patients et la compétence des intervenants en santé, bien sûr dans l'actuel, mais aussi d'être capable de voir venir l'avenir, donc de préparer un peu justement ces transformations qui s'en viennent. La deuxième des choses de ce qui m'anime vraiment au quotidien, bien sincèrement, c'est mon équipe. Puis je dirais particulièrement la relève qui questionne le statu quo et nous force, puis je dirais même me force à m'améliorer continuellement. Bon, bien entendu, il y a quand même un partage de savoir-faire avec cette relève-là qui permet aux plus seniors un peu d'apprécier le chemin parcouru puis l'expérience acquise. Fait que c'est vraiment du gagnant-gagnant, mais c'est le fun de voir justement cette nouvelle relève-là qui amène un autre vent, des nouvelles lunettes sur les façons de voir les choses, qui nous déstabilisent un petit peu, remettent en question le statu quo. Moi, ça m'anime énormément dans mon quotidien. Oui, certains membres de vos équipes sont là ce matin, on les salue. Nadia, vous êtes une femme professeure, chercheuse dans le milieu de l'éducation numérique et de l'IA. On parle souvent d'un plafond de verre pour les femmes et d'autres personnes issues de communautés vivant de la discrimination. Est-ce que ce fameux plafond de verre est fissuré? Commence à se casser pour permettre des opportunités à des gens qui vivent parfois des moments plus difficiles? Oui, écoutez, moi, je suis entourée par des femmes leaders. Je suis entourée par... Là, maintenant, aujourd'hui, vous et puis Nathalie, vous êtes un exemple impressionnant. Ma rectrice, elle est une femme. Mais je ne crois pas qu'on est arrivé vraiment là où on veut aller.
parce que jusqu'à présent, bien qu'il y a beaucoup d'initiatives et puis on a beaucoup de places, mais c'est comme si à chaque fois qu'on a une place, on doit défendre nos compétences. Je vous donne un exemple. C'est pas comme récemment, il y a eu le DI, comme le concours des chaires de recherche du Canada, le CRSH, qui s'adressait aux chercheuses et puis chercheurs issus des 4 groupes qui sont les femmes, personnes en situation de handicap, autochtones, personnes appartenant à des minorités visibles. Et puis, bien que l'intention était super, et puis dans les conditions, et c'était très bien précis que les compétences aussi jouent un rôle très important, il y a eu beaucoup de réactions négatives à ceci. Et puis, c'est comme si on était attaquer d'une certaine façon que si on a ce rôle-là, c'est parce qu'on est une femme ou bien parce qu'on appartient à un groupe. Et puis alors que moi, je crois qu'il est temps d'arrêter de se justifier puis de prouver mes compétences à chaque fois dans mon domaine parce que je suis une femme. Donc, je crois que oui, on a notre place, mais ce n'est pas dans tous les contextes et puis pas dans toutes les conditions. Et puis, on a encore beaucoup de travail à faire. Merci pour ce partage-là. Nathalie, vous avez lancé la première école d'intelligence artificielle en santé en milieu réel au monde. Plusieurs en ont lancé, c'est génial. C'est un projet innovant et audacieux. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui n'osent pas se lancer dans le vide? En fait, tout d'abord, je dois préciser, c'était audacieux parce qu'entre le moment où on a décidé de créer l'école et le moment où on a communiqué le lancement, il s'est déroulé 3 semaines. Donc, puis en plus, il faut garder en tête qu'on était en 2018. Donc, on n'avait pas nécessairement connu tout le contexte effervescent de ce jour, mais bon. Ensuite, on avait peu ou pas ou très peu de moyens supplémentaires. Puis, surtout, il n'y avait pas de précédent nulle part au monde. Donc, évidemment, avant de prendre la décision de lancer cette école-là, on avait tout de même bien fait nos recherches. Là. On a compris la tendance, le besoin, même s'il n'était pas perçu à ce moment-là, pas perçu par les apprenants, je dirais. Nommé, explicité, oui, verbalisé. Ouais, par le milieu. Ensuite, on a compris que l'équipe en tant que telle pouvait avoir un impact en travaillant avec tout un écosystème, notamment l'Université de Montréal, ses écoles. C'est ça qui nous a permis d'oser et d'être audacieux. Si on avait été tout seul, je ne suis pas sûre qu'on aurait été aussi courageux. Donc, je dirais, mon conseil, c'est vraiment de s'entourer d'une équipe qui n'a pas froid aux yeux et de partenaires, je dirais, complémentaires, intersectoriels, qui vont venir, dans le fond, appuyer cette équipe-là de noyaux et qui vont venir enrichir la réflexion, puis surtout trouver des solutions qui sortent du cadre usuel, puis des façons de faire qui sortent du cadre. Super. Il reste 3 minutes avant les questions-réponses rapides, puis après, il y a 4 questions plus les 2 questions relais que j'ai à vous poser. Donc, on y va pour la dernière question de cœur pour Nadia. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien à poursuivre votre engagement à améliorer sans cesse les méthodes pédagogiques andragogiques pour développer les talents d'aujourd'hui, mais également les talents du futur? Écoutez, donc moi, c'est la technologie éducative, n'est-ce pas? C'est dans mon cœur, dans mon ADN. On voit notre société, son économie, ses valeurs, son futur, son positionnement dans le monde dépend de ses citoyens et citoyennes, de leur contribution. Et puis, peu importe leur âge, leur domaine de travail, combien d'années d'expertise ils ou elles ont dans ce milieu de travail, il faut absolument que ces personnes s'intègrent dans le milieu de travail puis qu'elles puissent performer. Et puis, on a vu avec la COVID, notre façon de travailler, de collaborer, tout a été changé. Donc, notre travail comme en technologie éducative et puis comme personnes qui sont responsables de développement de performance, c'est vraiment d'aider ces personnes, de les accompagner. Et puis, on est au cœur de la transformation. Et puis, je dis à mes étudiants en technologie éducative, c'est qu'un employé, une employée qui ne performe pas, par exemple, amène son anxiété chez lui ou chez elle, dans sa famille, n'arrive pas à répondre aux besoins de sa famille. Donc, on ne touche pas juste les apprenants, on touche sa famille, on touche les personnes autour et puis quand on parle de la santé mentale, les personnes anxieuses qui n'arrivent pas à vraiment trouver leur place. Donc, c'est vraiment tout un tout. C'est pour cela que quand je pense aux différents moyens de vraiment former, puis toute la question de upskilling, reskilling des personnes, c'est pour les aider à mieux se trouver dans la société, puis continuer à évoluer, puis vraiment garder leur santé mentale, honnêtement.
En fin de compte, ce que vous dites, c'est le sentiment de compétence est essentiel pour un épanouissement tant personnel que professionnel. Donc, merci pour ce partage. Alors, passons aux questions-réponses rapides pour continuer à vous connaître un peu plus. Puis après, je vais commencer à prendre des questions. Donc, Nathalie, quelle valeur compte le plus à vos yeux, tant dans votre vie professionnelle que personnelle? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais moi, je dirais l'apprentissage. Ça a l'air un peu évident pour moi, là, dans le sens où l'apprentissage comme étant aussi le dépassement, c'est-à-dire toujours être en train de se questionner, remettre les choses en question, avancer, tester pour s'améliorer continuellement, puis regarder vers l'avant, vers l'avenir. Nadia? Très rapidement, la confiance. S'il n'y a pas de confiance comme peu importe avec qui j'interagis, je travaille, donc la confiance est à la base de tout pour moi. Nathalie, un trait de caractère dominant chez vous qui vous caractérise? En fait, on me dit que je suis audacieuse, courageuse et que j'ai trop d'idées. Super. Et Nadia? Je le confirme. Moi, je teste tout ce qui est différent. Alors, je me lance dans tout ce qui est nouveau et puis c'est ça. Donc, aller hors des sentiers battus. C'est super. Et merci à vous deux. Allons-y à une de mes parties préférées, c'est la période de questions. Donc, j'en vois dans le chat et dans la section clavardage, excusez-moi de l'anglicisme, et dans la partie questions-réponses. Je vais alterner. Donc, je vais commencer par une première question de Cécile Petitgon, puis après, il y a nos panélistes de la dernière session qui vous posent des questions, mais je vais commencer avec la première de Cécile qui a brisé la glace. Bonjour et merci pour cette excellente discussion. Merci à toi, Cécile. Quelles sont vos stratégies pour favoriser les transferts, la mobilisation de connaissances et apprentissage entre les générations dans une organisation, notamment pour éviter l'agisme et au contraire l'exclusion des jeunes talents? Merci beaucoup. Qui veut répondre à la question? Nathalie ou Nadia? Vas-y, Nathalie. Oui. On se complète. Vas-y, vas-y. On se complète. Alors, spontanément, ce qui me vient en tête, c'est vraiment de laisser la place à tout le monde justement dans la résolution des problèmes, dans l'apprentissage, faut que tout le monde ait sa voix. Des fois, ça m'est déjà arrivé dans certaines situations par le passé, et là, je parle d'ancienne vie, de voir qu'on mettait beaucoup d'énergie sur la relève où les jeunes arrivaient dans une équipe. Puis oui, il faut mettre de l'énergie, il faut vraiment offrir les meilleures conditions de succès pour les jeunes, mais il ne faut pas oublier non plus d'investir dans nos seniors qui, eux, sont là, ont de l'expérience à partager. Puis, je dirais de créer des conditions de succès et un climat favorable à la discussion puis au dialogue puis à la reconnaissance de cette expérience-là qui, elle, a une valeur inestimable dans nos milieux. Je ne sais pas si Nadia, tu souhaites ajouter. Oui, je suis d'accord 100% avec toi, Nathalie. C'est l'important c'est vraiment que chacun ait sa place. Et puis, dans mon travail, je commence toujours avec mes groupes et puis que chacun d'entre nous est légendaire en quelque chose. Et puis, chacun a son rôle et puis sa contribution. Donc, s'assurer que chacun trouve sa place dans le groupe et puis que ça a sa place et puis sa voix est valorisée, comme Nathalie l'a dit. Question de Dr. Brunet. Comment motiver les acteurs actuels du système de santé pour qu'ils acceptent de se former continuellement tout au long de leur carrière? Nathalie. Oui, en fait, pour moi, ça passe par plusieurs éléments. En premier, je dirais surtout par nos enseignants, nos PRF, dans le sens où nos PRF sont des modèles de rôle. Qui sont là pour inspirer notre milieu, la relève, celle en exercice, qui ont un rôle vraiment majeur dans toute cette transformation-là. Et je pense que ça va passer pas uniquement par eux, par toutes sortes d'autres choses, comme on a parlé, par du temps pour nos équipes, du temps protégé, par des lieux physiques qui aident à la discussion, à la co-construction, etc. Mais je pense que nos professionnels qui ont des responsabilités de formation, nos enseignants, il ne faut surtout pas les oublier. Puis je dirais actuellement, je me permettrais même d'aller là,
je pense qu'il y a un peu un essoufflement de nos enseignants. Fait qu'il faut arriver à revaloriser ce rôle-là dans nos milieux. Ouais, super. Je vais juste, avant de poser la prochaine question à Dr. Nafi, on évalue toujours l'expérience du participant après Innovation Plus. Donc, je vais mettre dans le clavardage un lien. Ça serait très apprécié que vous preniez quelques minutes pour répondre à ce sondage-là qui est court, pour vous donner un peu de votre rétroaction que je partagerai aussi aux panélistes. Merci beaucoup. Alors, Joanne, bonjour, Joanne Martel. Comment habiliter les formateurs aux notions pédagogiques performantes? Nadia. Donc, tout d'abord, il faut tout d'abord définir c'est quoi habilité performante. Donc, commencer par définir ceci puis avoir un langage commun. Et puis... Et pour vous, c'est quoi, Nadia, une notion pédagogique performante? Oui. C'est vraiment l'approche pédagogique qui va répondre aux besoins des apprenants. Donc, vraiment aller les chercher et puis s'assurer que c'est vraiment la situation, l'environnement, l'approche qui va les aider à évoluer, à apprendre quelque chose. Et puis, c'est pas une recette qui va s'adapter à tout le monde et puis c'est pas comme vraiment comme une solution, mais vraiment aller chercher les différents moyens pour les approcher. Donc, comment former? C'est vraiment aller chercher les différentes expertises, les différentes expériences et puis tester ceci. Présentement, je viens de terminer un projet sur la formation en métavers. Et puis, pour pouvoir développer les compétences de mes concepteurs et puis conceptrices pédagogiques à l'Université Laval, les personnes sont passées à travers tout le développement de cette expérience-là et puis elles l'ont vécu. Donc, pour pouvoir s'approprier, il faut absolument comprendre les défis, les façons de faire, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, quand est-ce qu'il y a de la valeur à ajouter quand on utilise ces technologies-là ou bien ces approches-là. Donc, si on ne le vit pas, si on ne l'expérimente pas, si on ne le teste pas, si on ne le pilote pas, on ne va pas pouvoir le développer. Ce n'est pas du magistral. Ah, voici la liste des approches et puis vous pouvez le valider. Il faut vraiment expérimenter et puis aller explorer puis tester. Donc, ça, c'est mon approche dans mes cours, ça, c'est mon approche avec mes équipes. Et puis, je crois que jusqu'à présent, c'est une approche gagnante. Ah oui, c'est comme au sport, là. Il faut pratiquer pour être bon. Il faut tester, il faut tirer au but pour scorer des buts, surtout aujourd'hui. Maroc contre France, on a hâte de voir les résultats. Alors, prochaine question de Diane Côté. Donc, c'est la question relais de notre panéliste de la dernière rencontre. Donc, secret de la gestion de changement, apprentissage, c'est une chose, la gestion de changement, c'en est une autre. Comment les mettre en action? Qui veut répondre? Nathalie. Vas-y, Nadia. Non, allez-y, Nadia. Je vais me lancer. Pour le changement, une des choses aussi qu'on en parle beaucoup en technologie éducative, le changement, ça n'arrive jamais du jour au lendemain. Ça prend du temps et ça demande une planification à long terme, des stratégies pour aussi assurer sa durabilité. Donc, il faut y réfléchir dès le début, n'est-ce pas? Il faut vraiment s'assurer que les personnes, comme on avait discuté tout au long de notre rencontre, doivent être convaincues de la valeur que le changement leur amène. Donc, c'est vraiment prendre la personne et puis ce que ça lui amène à elle pour qu'elle puisse embarquer dans ce changement-là. Le succès doit être constitué de petits objectifs atteignables. On ne peut pas viser très loin et puis les personnes vont se sentir comme dépunies de tout. Les employés sont super occupés sur le terrain, ils sont pris. Est-ce qu'il serait pertinent de fixer des moments obligatoires par semaine ou par mois pour l'auto-formation afin de favoriser l'apprentissage continu? Nathalie. Oui, en fait, obligatoire. Moi, personnellement, pas que j'y crois pas, mais ça part par une motivation personnelle, une valorisation d'équipe. Puis moi, je pense que l'important, c'est de laisser pas tant des moments obligatoires, mais de protéger un certain niveau de temps pour l'équipe qui se dédie à des activités, je dirais, d'enseignement, d'apprentissage au sens large. Puis pas tant, ben oui, bien sûr, l'apprentissage individuel, mais surtout l'aspect de la collectivité. Qu'ensemble, qu'il y a des moments de rétroaction, de réflexion sur qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, comment on pourrait faire mieux, etc. Puis qu'est-ce qu'ils apprennent des défis qu'ils sont en train de relever. Donc, pour moi, c'est davantage cet aspect-là d'avoir un temps protégé au sein même des activités que je dirais de production là, courante. Puis des moments de discussion quotidien associés à ça. Donc, dans le sens que d'intégrer au quotidien la réflexion et la discussion autour des apprentissages. Je
prends un exemple concret. Encore une fois, sur une unité de soins, par exemple, on soigne les patients, il arrive une situation en équipe après ça, court débriefing, 10 minutes, 5-10 minutes, ensemble, en équipe, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, etc. Puis on continue, puis on essaie d'intégrer ça dans le quotidien, puis pas attendre à un moment prévu à l'agenda pour apprendre. Mais il faut que ça se vive dans le quotidien. Oh, tout à fait. Ouais, Dernière question, puis là, d'une personne anonyme, quel sera votre plus grand défi? Donc, un défi en 60 secondes pour les 5 prochaines années. Il y en a plein, mais un défi, Nadia. Wow, un défi. OK. Nathalie, vas-y, je vais réfléchir parce que c'est très rapide, là. OK. Un défi toujours autour de la thématique, de l'apprentissage pour toujours s'améliorer sans cesse et améliorer notre cœur de mission. Là. Bon. Spontanément, ce qui me vient en tête comme défi, il y en a 2. Le premier, je vais répondre à 2 en 60 secondes. Le premier, c'est vraiment, on l'a abordé un petit peu, le transfert des innovations dans la pratique, puis l'accélération du transfert de ces innovations-là parce que les besoins des patients grandissent, évoluent, changent. Puis, dans le fond, les nouvelles connaissances, les innovations, comme je disais, ça s'accélère, puis on arrive à un moment où la capacité des humains devient quasiment limitée ou limite l'introduction des innovations dans la pratique pour le bénéfice des patients. Donc, premier grand défi, trouver des façons probantes pour vraiment accélérer ça puis travailler avec les équipes. Deuxième défi, moi, je dirais, je ne peux pas ne pas mentionner la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre en santé, mais la santé, ce sont des équipes cliniques, mais pas juste cliniques, des équipes en soutien, comme par exemple des pédagogues, des technopédagogues. Dans le fond, on a des enjeux de main-d'œuvre. Et comment allons-nous réussir à dégager du temps un peu, valoriser le rôle de l'enseignant pour pouvoir nous permettre de former une relève qui, si on réussit à bien la former, arrivera sur le milieu de travail, sur le marché du travail, puis peut-être voir une augmentation de certaines cohortes d'enseignement dans des programmes d'enseignement usuel. Donc, si on ne mise pas là-dessus, c'est comme ça, on va toujours avoir des difficultés à passer au travers. Puis, personnellement, je pense que les innovations peuvent être une des solutions aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, deux grands enjeux. Merci. Et Nadia, rapidement, un grand défi de société pour les 5 prochaines années? Pendant que Nathalie parlait, moi, je réfléchissais à ce qui va être qui est le plus grand défi pour moi, là, présentement. C'est toute l'intégration des différentes technologies, des nouvelles technologies, et puis que l'acceptation sociale de ces technologies-là. C'est pas parce que oui, il y a des défis avec les technologies, mais il faut aussi aller explorer le possible avec ces technologies-là. Et puis, ce que je vois présentement, c'est comme une fermeture à plusieurs de ces technologies-là, alors qu'il y a vraiment beaucoup de moyens puis beaucoup d'innovations qu'on pourrait utiliser pour améliorer nos façons de faire et puis l'apprentissage. Donc, c'est vraiment un des défis auxquels je fais face. Excellent. Hey, mesdames, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir à Innovation Plus. J'ai d'excellents commentaires parce que les gens écrivent, vous les voyez là, aux hôtes et aux panélistes. Même Martine Baudouin qui dit qu'elle travaille avec des entrepreneurs qui développent de super innovations et l'intégration de leur innovation en milieu de soins. Tout un défi. Et donc, ils vous remercient puis ils vous disent que merci pour votre enthousiasme et votre passion. Un énorme merci. Chers participants, participantes, je vous laisse quelques minutes pour compléter le sondage d'expérience des participants. Le balado, donc et la vidéo seront disponibles probablement la semaine prochaine, avant Noël, là, sur notre site du CHUM, avec des références. Donc, nos panélistes nous ont suggéré des lectures à faire. Vous allez retrouver tout ça sur notre site. Et la programmation de 2023 sera dévoilée aussi en début d'année prochaine. Donc, au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. C'est la période des fêtes. Je vous souhaite une excellente période des fêtes, entourée de vos collègues, vos amis et surtout de vos bien-aimés. Amusez-vous, reposez-vous et immiscez-vous d'amour pour nous ressourcer pour l'année prochaine. J'ai très, très hâte de vous retrouver en 2023 et au plaisir de se retrouver l'année prochaine. Bonne fin de journée tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye.
C'était un balado Innovation.